Avez-vous un esprit libre? Vous sentez-vous chameau, lion ou enfant? Avez-vous des certitudes ou des croyances? C'est à ces questions et à d'autres que nous allons répondre après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'esprit libre chez Nietzsche. Alors, c'est un sujet intéressant à pour deux raisons, excusez-moi. La première, c'est que c'est un sujet, on va dire, actuel. C'est-à-dire que je pense que tout le monde prétend avoir un esprit libre, sans trop savoir ce que c'est et ce qu'on entend par là. Hein. Mais il est certain qu'il est plus valorisant de dire qu'on a un esprit libre qu'un esprit, je sais pas, servile, inféodé ou autre. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui intéresse chacun d'entre nous. Après, bien entendu, donc là on va parler de l'esprit libre chez Nietzsche. Et donc, pour en parler, il est important que ce sujet soit un vrai sujet pour Nietzsche. Euh, Trop souvent, on étudie Nietzsche par, j'ai envie de dire, le petit bout de la lorgnette, en prenant un aphorisme et puis en développant et en disant, voilà, Nietzsche pense que. Toujours important, surtout chez Nietzsche, qui a une pensée comme ça, un petit peu complexe, un petit peu labyrinthique, comme on dit parfois, euh, de pouvoir mettre en relation plusieurs textes, de façon à s'assurer que ben, on interprète bien ce qu'il pensait. Là, c'est un sujet euh, qui a traversé toute son œuvre, dont il a parlé pendant enfin, dans tous ses livres, quasiment, hein, quasiment. Mais, et aussi dans des écrits qu'on appelle posthumes, hein, donc les notes de travail, etc., qu'il prenait. Et c'est même aussi le titre de certaines parties de ses livres. Enfin, donc on voit que la question de l'esprit libre est vraiment un sujet fondamental pour Nietzsche. Donc je vous disais qu'on en trouvait des traces, enfin des traces ou des citations hein, dans certains écrits posthumes, par exemple dès 1870. Hein, donc là on est vraiment, c'est avant même la sortie, je crois, comment dire, de la naissance de la tragédie. Donc dans ces écrits, vous savez, souvent dans les écrits posthumes, on trouve vraiment des aphorismes entiers, etc. Puis des fois, on voit juste des notes de travail où il fait des plans pour un futur livre ou des plans pour plusieurs futurs livres comme ça. Donc, sans arrêt, il remettait en question son travail, comme ça, en disant voilà, sur quoi vais-je travailler, sur quoi vais-je écrire. Et donc, vers la fin de 1870, il écrivait Penser sur la tragédie et les esprits libres. Donc, il fait la relation entre le tragique et les esprits libres à peu près à la même période. Donc il fait une liste comme ça de sujets à aborder. Les fantasmes, la tâche sérieuse de l'art, seulement de l'art dramatique musical, exemple dans l'hellénisme, Apollon et Dionysos, dissolution dans le socratisme, la nouvelle éducation des esprits libres, devoir de l'État envers le drame. Donc encore une fois, donc là on voit à plusieurs reprises, on voit apparaître cette notion d'esprit libre et d'éducation à l'esprit libre. Enfin, d'éducation des esprits libres. Donc ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc c'est vraiment un sujet qui démarre très tôt et qu'on retrouvera tout au long de son œuvre. Pour Nietzsche, comment dire, cette question de l'esprit libre, il s'inscrit à ce moment-là dans, on va dire, la tradition des Lumières, hein, puisque il y a plusieurs références, et c'est le titre d'une des parties d'Humain trop humain, dans lequel Nietzsche est assez proche, on va dire, de l'esprit des Lumières. Et d'ailleurs, Humain trop humain est dédié à Voltaire,
Et même dans Ecce Homo, il dira que il a sorti ce livre en référence à Voltaire. Donc c'est vraiment euh, cette notion, pour lui, c'est une relation, une connexion qu'il a avec la philosophie des Lumières. Même si après, il va se détacher de Kant, etc. Mais c'est quand même pour lui, à l'origine, une source d'inspiration importante. Euh, En revanche, justement, dans cette évolution, bon, il s'inspire des Lumières, mais en même temps, il est dans une évolution par rapport aux Lumières. Il fait une différence. Alors, il y a une différence qui existe en allemand. Bon, je ne parle pas allemand, mais j'ai trouvé ça, bien sûr, dans des livres. C'est un passage de libre esprit, peut-être qu'on peut rapprocher de libre penseur, à esprit libre. C'est-à-dire que je pense que libre esprit, ça fait référence un peu au libertin, hein, qui était opposé à la morale religieuse, etc., mais opposé, alors qu'on verra que l'esprit libre, c'est celui qui se détache, en quelque sorte, de toute morale, en tout cas de toute morale imposée. Donc il n'est plus opposé à la morale religieuse ou autre, mais il développe sa propre morale. Donc c'est pour lui un passage important, enfin, c'est très significatif en tout cas, de passer de libre esprit à esprit libre. Alors, bien sûr, on va se demander qu'est-ce qu'un esprit libre, hein, pour Nietzsche. Alors, il en parle plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il décrit ce qu'est, il définit ce qu'est un esprit libre. Donc, je vais prendre quelques définitions. Ça va nous permettre de cerner cette notion, hein, un peu cette notion, vous savez, très, très nietzschéenne de la perspective, hein. C'est-à-dire que le même objet peut être vu selon des perspectives différentes. Donc là, l'esprit libre peut être défini de plusieurs façons différentes. Et ce sont ces différentes façons qui permettent d'avoir une meilleure idée de ce qu'est l'objet esprit libre. Donc, par exemple, dans la préface d'Humain trop humain, bon, je ne vais pas tout lire, mais il te fallait devenir maître de toi, maître aussi de tes propres vertus, donc, etc. Euh, L'esprit libre sait désormais à quel il faut il a obéi, et aussi quel est maintenant son pouvoir, quels sont maintenant seulement ses droits. Là, il y a plusieurs choses qu'on retrouvera plus tard dans un texte dont on va parler, euh, qui sont les trois métamorphoses de l'esprit. Mais donc, vous voyez, il est important de comprendre à quel il faut on obéit, quelle morale on cherche à nous imposer. Et donc, l'esprit libre va vouloir se détacher de cette morale. Dans un autre texte, toujours de Humain trop humain, on appelle esprit libre celui qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui, excusez-moi, hein, qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui, en raison de son origine, de ses relations, de sa situation et de son emploi, ou des vues régnantes de son époque. Donc l'esprit libre, c'est celui qui se détache de tout, hein, de ses origines et aussi des vues, comme il dit, des vues régnantes de son époque, hein, de l'idéologie générale de son époque. Donc là, on voit que c'est assez intéressant par rapport à l'actualité, parce qu'on cherche très, très généralement, très souvent, dans des mouvements politiques ou associatifs, à nous ramener sans arrêt à nos origines, qu'elles soient la couleur de peau, notre genre, notre sexe, enfin, je sais pas, notre religion, etc. On est toujours ramené sans arrêt à ça, dans les questions identitaires, tout. Nietzsche dit que l'esprit libre, c'est celui qui arrive à penser autrement qu'on ne l'attend de lui, donc qui ne s'enferme pas dans ses origines et dans les opinions régnantes de l'époque. Il est l'exception. Les esprits serfs au sens de servile, hein, sont la règle. Donc l'esprit libre est toujours, enfin, est une exception, bien entendu, par rapport à l'opinion commune, ou les opinions communes, hein, parce que maintenant on est à une époque où il y a plusieurs opinions, mais très, très largement partagées, hein, on va dire. Donc il n'y a pas une opinion régnante, il y en a plusieurs, mais le problème reste le même. Donc ceux-ci, donc les esprits serfs, les esprits serviles, lui reprochent que ces principes de liberté ont pour origine le désir de surprendre. Donc on accuse l'esprit libre d'être une sorte de provocateur, hein, ou bien lui permettre de conclure à des actions libres,
c'est-à-dire des actions qui sont incompatibles avec la morale dépendante. Alors la morale dépendante, je trouve l'expression un peu bizarre, donc je l'ai interprétée comme la morale régnante, la morale générale. Hein. Donc on reproche à l'esprit libre d'être libre. Là, bon, j'ai fait une vidéo sur Brassens, où je disais que Brassens était très inspiré par Nietzsche. Ben, là, on retrouve un peu la même idée. Hein, quand Brassens dit « les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux », c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on reproche aux esprits libres d'être libres, voilà, tout simplement. Bien entendu, cette définition-là, ces définitions qu'il donne de l'esprit libre, on retrouve aussi un thème que j'ai abordé récemment, qui est la mort de Dieu. Hein. Puisque, comme on l'avait dit, le Dieu qui est mort, enfin, qu'on a tué nous-mêmes, hein, dont parle Nietzsche, c'est pas le Dieu créateur de l'univers, etc. C'est le Dieu qui nous impose des lois morales. Et donc, forcément, et comme il le disait, c'est dans ce texte de l'insensé, hein, l'aphorisme de l'insensé dans le Gai Savoir, en ayant tué Dieu, ça nous oblige à définir nous-mêmes nos propres valeurs. Donc on peut plus... on est obligé de devenir des esprits libres, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que si on continue à croire, mais pas croire dans le Dieu, mais à suivre les préceptes moraux de Dieu, ou bien, comme il avait dit, souvenez-vous, le problème des ombres de Dieu, hein, c'est-à-dire les idéologies quelconques, hein, et bien là, on n'est pas un esprit libre. Et donc c'est vraiment connecté, c'est pour ça que je fais cette vidéo, bien sûr, après celle sur la mort de Dieu, c'est-à-dire que cette notion d'esprit libre est vraiment, c'est la conséquence, en quelque sorte, de la mort de Dieu. Une autre image qui prend dans encore une fois, Humain trop humain. Hein, Humain trop humain, c'est vraiment enfin, un livre quasiment consacré à l'esprit libre. L'esprit libre, oui, alors, donc dans lequel il décrit, bon, il prend une image de quelqu'un qui est perdu en forêt. Alors ça nous fait penser à, comment dire, à Descartes. Hein. Descartes aussi prend cette image d'une personne qui est perdue en forêt, ce qui prouve que Nietzsche avait lu un certain nombre de grands philosophes avant lui. Et il dit, bon, en gros, je résume, mais l'esprit libre est comme celui qui est perdu en forêt, finit par trouver un chemin inconnu. Donc, à l'image du génie, c'est-à-dire que le génie trouve des idées qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et ben, l'esprit libre, il prend des chemins qui n'étaient pas connus jusqu'alors, qui est son propre chemin. Et pour finir, finir cette partie un peu de définition de l'esprit libre, dans le Gai Savoir, il fait la relation entre l'esprit libre, bon, quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais donc le besoin qu'ont les humains d'avoir des croyances, et en particulier donc des croyances qui mènent à des certitudes. Hein. Dans un texte qui s'intitule « Les croyants et leur besoin de croire », donc un esprit congédierait toute croyance et tout désir de certitude, exercer qu'il serait à se tenir en équilibre sur des possibilités légères comme sur des cordes, ou même à danser de surcroît au bord des abîmes, pareil esprit serait le libre esprit par excellence. Bon, là, il prend je pense qu'il y a la traduction, certains ont traduit esprit libre ou libre esprit, même si on a vu qu'il y avait une différence, mais là, je pense qu'il parle de l'esprit libre. Donc, c'est l'esprit qui arriverait à s'affranchir de toute croyance et de tout désir de certitude. On sait que pour Nietzsche, c'est la certitude qui rend fou. Hein. Donc l'esprit libre, c'est celui qui réussit à s'affranchir de cette, comment dire, de cette folie qui est le besoin de croyance ou le besoin de certitude. Et en plus, là, on retrouve des choses qu'il va développer par ailleurs, danser au bord des abîmes, hein, donc la légèreté, etc. Donc l'esprit libre, c'est celui qui, en étant affranchi de toutes ses croyances, etc., devient extrêmement léger, hein, est un danseur. Voilà. Alors, une autre idée qui est importante, et qu'il donne qu'il explique dans Ecce Homo. Alors, Ecce Homo, c'est un livre qui est plutôt à la fin de sa vie, mais c'est un livre un peu autobiographique, et il explique un peu dans quel esprit il a écrit tel ou tel livre, enfin, donc il donne des raisons. Et à propos donc d'humain trop humain, il dit l'expression libre esprit ne saurait y revêtir d'autre sens
un esprit devenu libre qui s'est recouvré lui-même. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que, euh, pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas esprit libre, on le devient. Hein. Donc là, contrairement à Sartre aussi, on n'est pas libre par essence, on n'est pas. Il faut devenir esprit libre. Hein. Enfin, Nietzsche nous recommande de le devenir. Et ce qui veut aussi dire que par rapport à cette notion de liberté, parce que j'ai parlé de Sartre là, et de Simone de Beauvoir, euh, la liberté dont parle Nietzsche, ça n'est pas une liberté politique. C'est pas qu'est-ce qu'une société libre, etc. C'est vraiment une liberté individuelle d'esprit, donc de pensée, euh, qui débouche sur l'action. Encore une fois, hein, chez Nietzsche, la pensée n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui débouche sur l'action. Mais c'est ça qui l'intéresse. Hein. Donc un chemin qu'on suit pour devenir esprit libre, en fait, en quelque sorte pour devenir un surhomme. Hein. L'esprit libre est très proche du surhumain. Moi, j'ai préféré parler de l'esprit libre parce que le surhumain est tout encombré d'un certain nombre comment dire, d'images fausses sur Nietzsche, Nietzsche le nazi, Nietzsche qui fait la promotion de la force et de la brutalité. Ça me semble totalement faux. Vous voyez, il parle de légèreté, etc. Enfin, bon. Donc, euh, l'esprit libre, on devient. C'est un effort qu'on fait pour devenir un esprit libre. Il ne suffit pas juste de le décider. Il faut vraiment faire un effort pour le devenir. Alors, ça nous, comment dire, justement, cette notion de devenir un esprit libre, moi, je fais la connexion, je fais la relation avec un texte assez important, très connu, qu'on trouve dans Ainsi parlait Zarathustra, au tout début d'Ainsi parlait Zarathustra, juste après le prologue, de ce texte s'intitule Les trois métamorphoses de l'esprit. Donc, on retrouve la notion de l'esprit, dans lequel Zarathustra, donc Nietzsche, hein, enfin, on suppose, il y a des gens qui se posent la question, mais enfin là, en l'occurrence, je pense que c'est bien Nietzsche qui parle à travers Zarathustra. Trois métamorphoses de l'esprit, on va voir donc, à quel stade à la fin ultime on arrive. Alors, le premier stade, rapidement, c'est le chameau. Hein. Le chameau, c'est celui qui porte les valeurs de la société. Hein. Donc les valeurs dont on parlait tout à l'heure, dont on doit s'affranchir pour devenir libre. Hein. Mais donc le chameau, lui, justement, c'est l'esprit servile, comme dirait Nietzsche. Hein. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui suit les valeurs de la société. On lui dit de faire comme ça, il fait comme ça. Voilà. Alors, quand le on en question, ça peut être la société, ça peut être une religion, ça peut être un parti politique, ça peut être n'importe quoi comment dire, qui veut imposer des valeurs morales. Le deuxième stade, la deuxième transformation de l'esprit, c'est le lion. Le lion, lui, par contre, se rebelle contre les valeurs de la société, de la religion. Nietzsche image ça par un grand dragon, donc un grand dragon sur chaque écaille duquel il y a marqué un tu-dois. Hein, donc là, tout à l'heure, je ne sais plus dans quel texte, il disait, oui, l'esprit doit s'affranchir, il doit savoir à quel tu-dois il a obéi, ou à quel il faut il a obéi. Hein. Ben voilà, c'est le grand dragon. Hein. Et le lion se rebelle contre le grand dragon. Il s'oppose à lui. Voilà, donc il s'affranchit, hein, de toutes les obligations, mais il ne s'affranchit pas totalement puisqu'il se rebelle contre. Donc le lion a encore besoin, en quelque sorte, de ce grand dragon pour pouvoir s'opposer à lui. Donc ça n'est que la deuxième étape, le lion. Et d'ailleurs, cette étape doit forcément être transitoire, parce que sinon, il va devenir une espèce de chameau de cette attitude de rébellion. Vous voyez, il va s'enfermer dans sa rébellion. Hein. Donc la rébellion doit n'être qu'une étape dans la transformation de l'esprit. Et la troisième transformation de l'esprit, et c'est là que c'est assez génial, c'est l'enfant. Donc pour être esprit libre, il faut être un enfant. On retrouve l'idée de légèreté en quelque sorte. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux premières étapes étaient des animaux. La seule étape humaine, c'est la dernière, c'est l'enfant. Donc, comment dire, c'est là qu'on devient un homme véritable, que par ailleurs il appellera le surhomme, hein, le surhumain. C'est l'enfant. Alors encore une fois, on est très éloigné de l'image de brute
qu'on veut donner à Nietzsche, hein, au surhumain et tout ça. L'étape ultime, c'est de devenir comme un enfant. Et un enfant qui est innocence et oubli. Alors, innocence, pourquoi? Parce que c'est pas dans le sens de tout ce qu'il fait est bien, c'est presque l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est que il ignore la notion de bien et de mal. Il est innocent. Il ne sait pas, euh, il ne sait pas comment dire, enfin, il ne sait plus, il a oublié, enfin, il a fait l'effort d'oublier ce qu'était le bien et le mal. Il vit au-delà, par-delà bien et mal, comme il le dira dans un autre ouvrage. Voyez. Donc, innocence, c'est-à-dire ignorance, enfin, ne pas tenir compte de la morale qu'on veut nous imposer, donc être au-delà de cette morale, être dans l'innocence, et oubli, parce que pour Nietzsche, l'oubli, ça c'est un thème qui développe dans la deuxième considération inactuelle, euh, comment dire, l'oubli est nécessaire à l'action. Hein, parce que si on s'enferme dans le passé, eh ben, on n'arrive plus à agir. Voyez. Donc il faut une certaine dose d'oubli, bien entendu, on ne peut pas se priver de notre mémoire, mais ce que Nietzsche veut dire, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans le passé. Voilà. Hein, il ne faut pas être dans le ressentiment. Hein, c'est un thème qu'il développera dans la généalogie de la morale, et aussi dans Part de la bien et mal, mais donc cette idée qu'il ne faut pas s'enfermer dans le ressentiment, il ne faut pas s'enfermer dans le passé. Donc innocence et oubli. Donc là, vraiment, voilà, pour devenir un esprit libre, il faut franchir ces 3 étapes. Alors, je ferai remarquer un point comment j'interprète ce texte, hein, c'est que, bien entendu, il faut quasiment faire cette démarche pour chacune des écailles, vous voyez, du dragon, pour chacun des tu dois. On peut être un esprit libre dans un domaine et puis ne pas l'être dans un autre. Vous voyez, hein. Donc c'est un effort progressif et continu pour s'affranchir petit à petit dans tous les domaines de la morale, de toutes les tu dois, les il faut qu'on veut nous imposer. Alors, un autre point, je fais une vidéo comme ça un peu complète sur cette notion d'esprit libre et j'y rattache un certain nombre d'idées nietzschéennes. Parce qu'on pourrait penser à ce moment-là que l'esprit libre, c'est celui qui il fait ce qu'il veut, il fait totalement ce qu'il veut. Vous voyez, c'est l'idée de Dostoïevski que si Dieu est mort, tout est permis. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai chez Nietzsche. C'est-à-dire que pour lui, il y a une qualité très importante, et on en avait parlé dans la vidéo sur sa vie. Hein. Nietzsche est une formation de philologue, c'est-à-dire de personnes qui interprètent les textes. Donc, pour lui, déjà, l'interprétation est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'interpréter le monde. Pour agir, on interprète le monde, comme un philologue interprète les textes. Et en revanche, dans cette interprétation, il y a une qualité qui est très importante, c'est la probité. Probité dont Nietzsche fait dans, je crois que c'est le Gai Savoir, l'ultime vertu des philologues, l'ultime vertu des esprits libres, justement. Il dit, nous autres esprits libres, si nous ne devions conserver qu'une seule vertu, ça serait la probité. Il dit aussi par ailleurs qu'il vaut mieux avoir une vertu que plusieurs vertus. Hein. C'est-à-dire que pour lui, voilà, une fois qu'on est probe, une fois qu'on fait preuve de probité, donc une sorte d'honnêteté, vous voyez, dans l'interprétation, on n'a pas besoin des autres vertus. Celle-ci suffit. Et là encore, je vais en profiter pour dénoncer, par exemple, l'attribution qu'on fait à Nietzsche d'avoir créé les fake news. Une fake news, c'est un manque total de probité. C'est un mensonge. Donc c'est un manque total de probité. Ça n'est pas une interprétation. L'origine des fake news, hein, c'est cette fameuse phrase de Trump qui disait qu'il présentait des faits alternatifs. Mais c'était à propos d'un nombre de participants à une manifestation. S'il y a, je sais pas quoi, 100 000 personnes, si vous dites qu'il y en a 500 000, vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas probe, vous ne faites pas preuve de probité. Donc être un esprit libre, c'est faire preuve de probité. Enfin, il faut faire preuve de probité pour être esprit libre. C'est la dernière vertu que l'esprit libre veut conserver. Ça serait intéressant, enfin bon, ça demanderait des développements assez longs, mais je pense que ça veut dire que pour lui, si on ne fait pas preuve de probité, c'est qu'on cache quelque chose. Et donc on n'est pas totalement libre.
voyez, c'est qu'on n'a pas encore, il y a encore quelque chose en nous qui nous empêche d'être totalement libre dans notre interprétation du monde et dans notre action et donc dans notre pensée. Vous voyez. Donc c'est assez intéressant de voir que Nietzsche fait de la probité la dernière vertu, mais la vertu indispensable à la liberté de l'esprit. Là, on approche bien sûr de la fin de cette vidéo. Je voudrais juste vous parler de quelque chose qui me semble intéressant, c'est que l'esprit libre, c'est celui qui aime le dissemblable. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui justement va chercher à se regrouper entre personnes qui pensent la même chose, puisqu'en fait, si chacun développe sa liberté d'esprit, ben forcément, nous allons avoir des idées différentes. Et ça, il le traduit très bien dans un petit quatrain qui est dans le Gai Savoir, numéro 30. Il dit, j'aime beaucoup ce quatrain, je le trouve très, très émouvant. Il dit, proche, je n'aime pas le prochain, qu'il s'en aille loin et s'élève, comment sans cela deviendrait-il mon étoile? C'est-à-dire qu'il demande aux autres personnes d'être aussi des esprits libres, et donc de vivre chacun leurs propres valeurs, et donc de s'éloigner, non pas physiquement, mais de s'éloigner dans l'éthique, dans la morale, hein, d'avoir chacun sa propre liberté d'action, sa propre liberté de penser, et c'est comme ça qu'on peut admirer quelqu'un. On n'admire pas quelqu'un parce qu'il est semblable à nous, on l'admire parce qu'il est différent de nous. Voyez, hein. Donc, tout à l'heure, je paraphrasais Simone de Beauvoir en disant on ne naît pas esprit libre, on le devient. Là, j'ai envie de paraphraser Baudelaire, hein, poème d'introduction, je ne sais plus comment il s'appelle, le prologue, mais c'est pas tout à fait. Enfin bref, aux Fleurs du Mal, il termine en disant hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Je pense que Nietzsche aurait pu dire mon dissemblable, mon frère. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que l'esprit libre aime les personnes très différentes, très dissemblables. Il ne cherche pas à se regrouper, il ne cherche pas à créer des partis politiques, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette idée très, très importante chez Nietzsche d'une sorte d'individualisme radical, hein, on peut dire ça. Alors, ce qui pose d'ailleurs des problèmes si on cherche à analyser enfin, la politique, par exemple. Ça, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus, la relation de Nietzsche avec la politique. On lui fait dire aussi, là aussi, beaucoup de bêtises. Je pense que cette relation est assez complexe. Alors, le dernier point, et vraiment, cette fois-ci, ça sera vraiment le dernier, dont je voulais vous parler, c'est justement le paradoxe du nietzschéisme et de l'esprit libre. C'est qu'en effet, Nietzsche nous recommande de ne suivre aucune morale imposée, aucune religion, aucun dogme, enfin bon, aucune idéologie, de définir nos propres valeurs et donc d'avoir nos propres idées. Et en même temps, justement, le simple fait de faire cette recommandation est une contradiction. Voilà. Donc, c'est une contradiction qu'il faut comprendre. D'ailleurs, Nietzsche lui-même en a conscience, il en parle de temps en temps. C'est pour ça que je n'ai pas, dans cette vidéo, je n'ai pas parlé d'un certain nombre de recommandations plus précises qu'il peut faire sur le contenu de l'esprit libre, puisque là, ça me semblait vraiment en totale contradiction avec l'esprit même, avec l'idée même de liberté. Donc j'ai plutôt parlé du cheminement qu'il fallait suivre et de cette relation donc, que ça indiquait avec les idées régnantes dans une époque et de cette libération par rapport à nos origines ou à ce que, enfin voilà, de tout ce qu'on peut vouloir nous imposer. Donc on ne peut pas suivre Nietzsche à la lettre. Vous voyez, ça n'est pas comme dans le christianisme, il y a cette idée de vivre à l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, hein, pour devenir un bon chrétien. Ça n'est pas du tout ça. Être nietzschéen, ça n'est pas vivre comme Nietzsche. C'est pas du tout ça. C'est essayer de s'inspirer de lui, s'inspirer de ses écrits et de certaines idées fortes dont il a fait la promotion, qui sont enfin des idées de libération et non pas des idées très précises comme on peut le trouver dans certaines idéologies. Voilà, donc cette fois-ci, nous sommes vraiment arrivés à la fin de la vidéo.
Donc je vous remercie de l'avoir suivi, comme d'habitude. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, eh bien merci de la récompenser d'un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis bah, à bientôt pour d'autres vidéos.